Relentless Kobe Bryant and Michael Jordan. Vous êtes-vous déjà demandé ce que c'est que d'être dans la tête d'un conquérant? Des personnes tellement compétentes qu'elles sont érigées au statut de légende. Quelques personnes si déterminées que leur réalisation les place au-dessus du commun des mortels, les plaçant dans le GOAT debate, comme les Américains disent. Aspirez-vous à être une légende dans votre domaine? Cet épisode vous montrera ce que c'est que d'être relentless, comme Kobe Bryant et Michael Jordan. On parlera aussi de comment ils géraient leur stress, le doute et leur motivation. Et après avoir écouté cet épisode, je parie que vous serez 100 fois plus motivé à atteindre vos objectifs. Bienvenue sur le podcast des héros, où nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domer. En regardant les statistiques de ce podcast, je me rends compte que plus de 80% de mes auditeurs sur Apple Podcast, Spotify et d'autres plateformes écoutent plus d'un épisode, mais malgré ça, ils ne s'abonnent pas. Et ils ne laissent pas d'étoiles sur Spotify non plus. En fait, ces épisodes prennent énormément de temps à faire, en passant par la recherche, la lecture et le montage des épisodes. Et ils sont 100% gratuits, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous aimez, s'il vous plaît, laissez une note de 5 étoiles ou un petit pouce bleu ou un like ou je sais pas, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous m'écoutez en ce moment. Déjà, ça me motive à faire d'autres épisodes et en plus, ça permettra à l'algorithme de proposer ce podcast à un maximum de personnes. Merci. Qu'est-ce que c'est que d'être relentless? En avril 2013, 4 jours avant la sortie initiale de ce livre, mon client de longue date, Kobe Bryant, s'est déchiré le tendon d'Achille. Il faut des années de dévouement acharné et un travail inimaginable pour bâtir un héritage comme celui de Kobe. Il suffit d'un seul instant pour tout changer. 1 minute, vous terminez la saison régulière et vous vous préparez pour le défi des playoffs. La minute suivante, vous vous préparez pour une opération et le défi de reconstruire votre corps et votre avenir. Je ne parle pas de la fraction de seconde qu'il faut pour subir une blessure potentiellement fatale pour une carrière. Je parle du moment immédiatement après que l'impensable se produise, lorsque votre réaction instinctive détermine tout ce qui va se passer ensuite. Personne n'aurait blâmé Kobe Bryant de s'effondrer de douleur et de frustration. Il aurait pu laisser ses coéquipiers le porter hors du terrain sous les applaudissements solennels et prévisibles que les fans fidèles réservent à leur héros déchu. Au lieu de cela, il est allé à la ligne des lancers francs pour terminer son travail. Pour moi, la seule question était de savoir s'il allait réussir un tir ou deux. Il les a tous réussis. Puis, il est allé au vestiaire. Ça, c'est être relentless. Pour Kobe, il n'y avait pas de temps pour réfléchir, planifier ou décider. Pas de temps pour attendre des instructions ou hésiter. Il n'y avait que son instinct pour continuer, rester fort, ne jamais abandonner. Même avec une blessure dévastatrice, il a terminé les lancers francs et a commencé le prochain chapitre de sa carrière. C'est de cela que parle ce livre. Vous n'attendez pas qu'on vous le dise, vous ne déviez pas de votre objectif. Quand il est temps d'agir, vous agissez instinctivement, sans hésitation, comme vous le lirez dans ces pages Next. Le mot relentless est utilisé dans le sport pour décrire les compétiteurs les plus accomplisseurs et les plus intenses imaginables. Ceux qui ne reculent devant rien pour atteindre le résultat final. Dans le sport, être relentless se mesure par les victoires, les trophées, les championnats et les bagues. En NBA, quand tu gagnes les playoffs, genre la finale, on te donne une bague. C'est de ça qu'il parle. Dans la vie réelle, être relentless est un état d'esprit qui peut vous donner la force d'accomplir, de survivre, de surmonter, d'être fort quand les autres ne le sont pas. Cela signifie désirer intensément le résultat final au point que le travail devient sans importance. Pas seulement dans le sport, mais dans tout ce que vous faites. La capacité d'être relentless est en chacun de nous. Ce livre a été écrit par Tim Grover, le coach de Michael Jordan, de Kobe Bryant, Dwayne Wade et d'autres grandes légendes de la NBA. C'est un livre fait par quelqu'un à la testostérone, quoi. Genre en mode comment tout casser,
Bam, 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 bam. Un peu comme ce que Michael Jordan et Kobe Bryant faisaient quand ils étaient encore actifs. Et je pense que si vous voulez être motivé dans quoi que ce soit, pas que le sport, même dans vos activités, votre boulot, je sais pas, n'importe quoi, vous devriez lire ce livre. Et je rajoute le lien du livre dans la description. S'il vous plaît, utilisez mon lien pour aider le podcast. Merci. Et je pense aussi qu'il est impossible de lire ce livre sans sentir son sang bouillir dans ses veines, littéralement. Et j'imagine un peu ce que ça serait d'écouter la version audio de ce livre. C'est quand tu lis, tu es en mode, mais qu'est-ce que je fais là? Je dois me lever, il y a du travail qui m'attend. Le travail, j'ai pas fini là, il faut que j'aille faire ça. Parce que je dois être le meilleur, je dois tout casser, je dois tout défoncer. Un peu comme Anthony Bourbon aime dire. Et il nous explique ce que c'est que d'être dans la tête d'un cleaner, dans la tête d'un conquérant, dans la tête des meilleurs, les athlètes les plus performants au monde. Et étant donné qu'il a coaché Michael Jordan, tout le monde, je pense que tout le monde, vous tous qui m'écoutez, vous aurez quand même entendu parler de Michael Jordan. Et juste au cas où vous n'avez pas vu le documentaire que Netflix a fait lors du Covid, c'était le document phare de l'époque du Covid. Ils ont fait un documentaire sur Michael Jordan, sa vie, quand il était jeune, ses trophées, ses exploits et tout. Et c'est un documentaire fascinant. Je vous invite à aller le voir. Le nom du documentaire, attendez, je regarde sur Google, j'ai oublié le nom. Ouais, comment est-ce que j'ai fait pour oublier le nom? Ah, je me dis soit moi-même. Mais en fait, le nom du documentaire, c'est The Last Dance, la dernière danse. Ça parle de la carrière de Michael Jordan et son dernier match où il a gagné, il a lancé les 3 points victorieux là. Et il a quitté, bam, après avoir gagné ses 6 bagues, 6 championships. C'est un tueur. Et après avoir lu le livre, je suis allé acheter la biographie de Michael Jordan. C'est genre 700 pages. C'est aussi épaisse que la dernière biographie de Elon Musk, l'épisode 21 de ce podcast. Je vous invite à aller écouter cet épisode. Vous verrez Elon Musk sous un autre angle. Ce que les médias ne disent pas, son hustle, les difficultés. Et voici ce qu'il dit à propos d'être relentless encore. Pour être clair, une excellente performance ou même une excellente saison ne fait pas de vous un cleaner. Vous êtes censé bien jouer. C'est votre responsabilité. C'est la capacité de répéter ce résultat encore et encore, saison après saison, sans jamais être satisfait, sans jamais relâcher, qui rend quelqu'un vraiment relentless. Travailler à travers des défis physiques qui mettraient les autres sur le banc juste pour goûter. Travailler à travers les défis physiques qui mettraient les autres sur le banc juste pour goûter à nouveau à la douceur de la victoire. C'est ce qui sépare les bons et les excellents des inarrêtables. Il y a les bons, il y a ceux qui sont excellents, et il y a ceux qui sont inarrêtables, tout simplement. Dans le livre, il parle du concept de... Il y a les coolers, les closers et les cleaners. Les coolers sont ceux qui sont juste là. Tu peux dépendre d'eux. Ils sont les membres de l'équipe, quoi. Les membres d'une équipe lambda, ils sont juste là. Ils jouent, et puis c'est tout. Ils assument leur rôle à la perfection, mais ils font juste ça. Ils sont bons, mais sans plus. Puis, il y a les closers. Les closers sont ceux qui sont bons. Quand tu veux compter sur quelqu'un, ils sont là. Ils assurent, ils marquent, ils ont de très bons points. Ils sont super bons, ils sont excellents au-dessus de la moyenne. Mais maintenant, il y a les cleaners. Ceux qui accomplissent des miracles. C'est ça, les cleaners. Donc, ils séparent, ils divisent les athlètes dans ces 3 catégories. Les gens quoi, en général. Là, il se focalise sur l'athlétisme parce que il a fait carrière dans ça toute sa vie en fait. Et il se focalise dessus. Et c'est ça la définition d'un cleaner. Et je profite pour vous dire que j'ai voulu faire cet épisode en anglais. Vous voyez, quand vous lisez un livre américain avec les concepts là et tout, traduire ça en français, c'est un peu... tu es en mode... gars, ça va sonner différemment. C'est un peu comme écouter un film et... écouter la version, la VF, au lieu d'écouter la VO. La VO du film est beaucoup plus authentique, quoi. Il y a certains mots qui perdent leur sens. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi l'anglicisme. Vu que mon audience, la majorité de mon audience, c'est francophone, et faire ça en anglais, ça sera un peu, je sais pas, je me suis dit que ça sera pas cool, vu que tous les épisodes sont en français, et même ceux qui viennent de livres que j'ai lus en anglais, je l'ai traduit ou je prends la version anglaise du livre, la version française du livre, pardon, pour faire le podcast.
Donc, je me suis dit, autant mieux prendre le chemin de l'anglicisme. Donc, il y a plusieurs mots, vous l'aurez déjà compris, que je vais utiliser ces mots-là en anglais. Par exemple, relentless. En français, c'est sans relâche. Mais c'est bizarre. Tu dis sans relâche, ça ne sonne pas bien. Et aussi cleaner. En français, c'est nettoyeur. C'est bizarre. Donc, j'espère que vous me comprendrez. Et j'espère que vous allez aussi apprécier. Et c'est un petit disclaimer. Encore de l'anglicisme. Ce livre parle de suivre ses instincts, de faire face à la vérité et de se débarrasser des excuses qui se dressent entre vous et votre objectif, aussi complexe et inaccessible qu'il puisse paraître. Et peu importe le nombre de personnes qui vous disent que c'est impossible, c'est possible. Voici la clé. Je ne vais pas vous dire comment changer. Les gens ne changent pas. Je veux que vous ayez confiance en qui vous êtes déjà et que vous atteigniez cette zone où vous pouvez faire abstraction de tout bruit, de toute la négativité, de la peur, des distractions, des mensonges pour accomplir tout ce que vous voulez dans tout ce que vous faites. Pour vous y amener, je vais aborder des sujets provocateurs et vous n'obtiendrez aucune excuse de ma part si cela vous met mal à l'aise. Le succès consiste à affronter la réalité, à faire face à vos démons et à vos addictions et à ne pas mettre un visage souriant sur tout ce que vous faites. Si vous avez besoin d'une tape dans le dos et d'un bon travail pour vous sortir du canapé, ce livre n'est pas pour vous. Parce que si vous voulez être imparable, vous devez faire face à qui vous êtes vraiment et faire en sorte que cela fonctionne pour vous et pas contre vous. Les personnes vraiment relentless, les cleaners, sont des prédateurs avec des côtés sombres qui refusent d'apprendre à être bons. Que vous le sachiez ou non, vous avez un côté sombre. Utilisez-le bien et cela peut être votre plus grand atout. Si vous visez à être le meilleur dans ce que vous faites, vous ne pouvez pas vous soucier de savoir si vos actions vont déranger les autres ou ce qu'ils vont penser de vous. Nous retirons toute émotion de cela et faisons tout ce qu'il faut pour arriver là où vous voulez être. Égoïste, probablement. Égocentrique, définitivement. Si cela vous pose problème, lisez le livre et voyez si vous ressentez différemment après. À partir de maintenant, votre stratégie est de faire en sorte que tout le monde se mette à votre niveau. Vous ne descendez pas au leur. Vous ne rivalisez plus jamais avec qui que ce soit. Ils vont devoir rivaliser avec vous. Désormais, seul le résultat final compte. On n'est même pas encore vraiment entré dans le livre. Le gars il vous dit déjà dans quoi vous êtes en train de mettre les pieds. Il faut aussi que je vous raconte comment est-ce que j'ai mis la main sur ce livre. D'où m'est venue l'idée d'acheter ce livre et de le lire. En fait, je regardais une interview de Jon Jones, celui qui est considéré par beaucoup comme le GOAT du MMA. Le GOAT, c'est Greatest of All Time. C'est un mot en anglais pour dire le meilleur, suprême quoi, celui qui est au-dessus de tout le monde dans sa discipline. Donc le GOAT du MMA, Jon Jones. Le gars que Francis Ngannou devait affronter avant de quitter l'UFC. Mais malheureusement, le combat n'a pas eu lieu. Parce qu'à l'époque où Francis Ngannou était vraiment actif et dominait l'UFC, Jon Jones, lui, il avait fait une pause. Il a fait une pause de 3 ans environ avant de revenir. Et revenir quand Francis Ngannou partait déjà. Mais bon. Revenons à Jon Jones. À comment j'ai eu l'idée d'acheter ce livre. En fait, Jon Jones, il racontait dans une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Il racontait comment il ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie une fois ses études terminées. Et il a mentionné qu'il s'est mis aux arts martiaux. Et il vient aussi d'une famille de sportifs de haut niveau. Ses frères et lui sont de grands sportifs aux États-Unis. Les sports de combat, football américain où ça cogne fort. Ils sont tous costauds, grands de taille. Des Renois bien solides. Et dans l'interview que j'ai regardée, il parle du fait que ses anciens camarades de classe le regardaient d'un air bizarre quand il leur a appris qu'il allait être combattant de MMA. Les gens étaient en mode, mais gars, tu fais tes études pour aller commencer à te taper avec des gens. Ça n'a pas de sens. Et il a aussi mentionné dans l'interview que sa vie a complètement changé le jour où il a mis la main sur ce livre. Le livre que je suis en train de vous lire aujourd'hui. Ça lui a appris ce que c'est que d'être un tueur. Et il raconte ça. Il raconte que ça l'a guidé. Et moi, quand un champion comme lui parle d'un livre qui a eu un tel impact sur sa vie, moi je me dis, gars, tu n'as pas besoin de me dire ça 2 fois. Je prends le livre, je l'achète direct. Déjà, chez moi, c'est rempli avec des livres même que je ne sais pas quand je vais les lire même.
Il y en a que j'ai lu. Je veux faire des épisodes de podcast, mais même le temps. Bref, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, gars, tu n'as pas besoin de me dire ça 2 fois. J'achète le livre direct. Et du coup, j'ai attendu genre 1 mois. Je suis allé sur Amazon, j'ai foncé, j'ai acheté le livre. Et j'ai attendu genre 1 mois pour que ça arrive. Je pense même plus, hein. Je pense que plus. J'avais acheté d'un vendeur, après il a dû annuler. Après, bref. Et le livre est arrivé. Et je l'ai lu il y a des mois, il y a plusieurs mois de cela. Et c'était comme de la dopamine. Genre la dope. Tu lis, tu ne t'arrêtes pas. Tu lis, tu sens ton sang bouillir dans tes veines. Je l'ai dévoré. Et il y a quelques jours, j'ai repris le livre pour parcourir l'histoire, pour me préparer à faire un épisode de mon podcast dessus. Et j'ai eu la même sensation que quand j'ai lu le livre la première fois. La dopamine, la motivation. Ça ne perd pas son effet en fait. Donc, n'oubliez pas d'acheter le livre en utilisant mon lien pour avoir les mêmes sensations et aussi aider le podcast en même temps. Une pierre, 2 coups. Et dans le livre, il parle du concept de la zone, entrer dans la zone. Et comment ne pas être déstabilisé par la pression extérieure quand tu entres en compétition, quand tu t'apprêtes à affronter ton rival ou un ennemi ou bien à jouer devant une foule de personnes qui t'acclament et tout. À ne pas succomber à la pression, quoi. Et la zone, là, ça me fait penser un peu à Kuroko's Basket. C'est pas ceux qui je sais que mon audience, vous ne regardez pas tous des mangas, vous ne lisez pas des mangas et tout. Mais big up à ceux qui reconnaissent ce que c'est que la zone dans Kuroko's Basket. Bon, bref, rentrons au podcast. Comment empêcher cette panique de se transformer en effondrement total? Parfois, il faut s'éloigner et trouver ce calme, ce sang-froid où vous avez un contrôle total. Mon joueur aurait-il pu m'appeler pour que je vole où qu'il soit? Bien sûr. Cela arrive chaque saison avec différents gars. Ils savent que s'ils ont besoin de moi, je suis là. Mais dans ce cas, le joueur savait qu'il avait besoin d'espace et il était prêt à risquer les conséquences s'il se faisait attraper en quittant l'équipe. Il savait que c'était à lui de venir dans la zone, cet espace profondément personnel où vous pouvez calmer votre esprit jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pensée, juste vous et vos instincts, concentrés et sans émotion, où vous ne ressentez aucune pression externe, juste la pression interne de vous prouver encore et encore parce que vous le voulez pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre. Oublie la défaite, je lui dis, cherchant le clic dans les yeux, quand vous savez que le gars il a compris. Oublie l'essai, parce que si tu essaies juste, alors perdre est toujours une option. Tu veux être le meilleur, alors tu ignores la douleur et l'épuisement et la pression de plaire aux autres. Tu ne laisses pas tes ennemis te démoraliser. Tu ne les laisses pas s'installer dans ta tête. Quand tout explose à l'intérieur, tu le remarques à peine. Tu es calme à l'intérieur parce que tu es prêt, préparé et le meilleur dans ce que tu fais. Tu ne dis à personne comment tu vas gérer la situation. Tu la gères tout simplement. Tout le monde panique et étouffe. Et tu dis, pas de problème. Ce message est puissant. Je pense que je vais le réécouter quand je vais faire des trucs qui sont très importants, très puissants. Être relentless signifie ne jamais être satisfait. Cela signifie se fixer de nouveaux objectifs chaque fois que l'on atteint son meilleur niveau personnel. Si vous êtes bon, cela signifie que vous ne vous arrêtez pas tant que vous n'êtes pas excellent. Si vous êtes excellent, cela signifie que vous vous battez jusqu'à devenir imparable. Cela signifie devenir un cleaner. La grandeur fait de vous une légende. Être le meilleur fait de vous une icône. Si vous voulez être grand, offrez l'inattendu. Si vous voulez être le meilleur, accomplissez un miracle. Ce n'est pas seulement une question de performance sportive. Il y a des cleaners dans tous les domaines de la vie. Regardez l'élite de n'importe quel groupe. Les meilleurs athlètes, les PDG les plus riches, les étudiants les plus brillants, les pompiers les plus forts, peu importe. Et il est assez évident que bien qu'ils soient tous excellents dans ce qu'ils font, certains performent toujours à un niveau différent. Regardez la célèbre Dream Team de 1992 avec 11 membres du Hall of Fame. Vous pouvez probablement en séparer quelques-uns du reste. Ils avaient tous du talent, mais certains d'entre eux seront à jamais considérés parmi les meilleurs de tous les temps. En fait, la Dream Team, c'était la Dream Team des États-Unis aux Jeux Olympiques de 1992. Ils ont démoli les Jeux Olympiques tellement ils étaient brillants. Les Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen. Bref, c'était une équipe de monstres.
Michael Jordan. Michael a établi la norme pour l'instinct de tueur et la volonté de compétition. Chaque fois que les Chicago Bulls, donc l'équipe de Michael Jordan, remportaient un nouveau championnat, il y en a eu 6. Ils ont remporté 6 championnats. Il ne se contentait pas de lever le nombre de doigts correspondant aux bagues qu'il avait déjà gagnées. Il levait un doigt supplémentaire pour le prochain championnat. Après la première victoire, il levait 2 doigts. Après la deuxième victoire, il levait 3 doigts. Après la cinquième, il levait 6 doigts. Nous étions de retour dans les vestiaires avec le champagne dégoulinant des murs. Et il me disait déjà ce sur quoi nous devions travailler pour la saison suivante, une année entière avant qu'il ne prenne une brève pause pour jouer au baseball. Il me parlait déjà des entraînements de baseball. Jamais satisfait, jamais content, toujours visé plus haut. C'est un cleaner. Ils sont complètement concentrés sur la prise de responsabilité et la prise en charge, qu'ils soient en compétition dans leur sport. Qu'ils gèrent une famille, qu'ils dirigent une entreprise ou qu'ils conduisent un bus. Ils décident comment accomplir la tâche et ensuite, ils font tout ce qui est nécessaire pour y parvenir. Ce sont les individus les plus déterminés que vous rencontrerez jamais, avec un génie inégalé pour ce qu'ils font. Ils ne se contentent pas d'exécuter une tâche, ils la réinventent. Je possède cela. Je parle du serveur qui connaît les boissons de chacun de ses clients et comment ils commandent leur steak. Tout le monde en ville veut s'asseoir à ces tables. Ils laissent tous de gros pourboires parce qu'ils apprécient l'excellence. Je parle de l'enseignant qui ne renonce pas tant que chaque élève n'a pas compris les leçons. L'assistant administratif qui gagne plus que certains cadres en sachant ce dont le patron a besoin avant même que le patron ne le réalise. Le parent qui travaille des heures supplémentaires pour payer les factures et envoyer les enfants à l'université. C'est le conducteur de bus qui monte dans le bus chaque jour, connaît tous les passagers, où ils montent et où ils descendent, toujours souriant et amical, mais pensant silencieusement « c'est mon putain de bus ». Il n'y aura pas de conneries dans mon bus. Il sera propre et à l'heure. Et quiconque me dérange ou dérange mon bus retournera marcher dans la rue. Les Navy Seals sont des cleaners. Ils se concentrent sur leur mission et ne reculent devant rien pour l'exécuter. Ils savent ce qui doit être fait et ils le font. Ils s'attendent à réussir. Et quand ils réussissent, ils ne célèbrent jamais longtemps parce qu'il y a toujours plus à faire. Chaque accomplissement n'est qu'une étape vers le prochain défi. Dès qu'ils ont atteint leur objectif, ils sont déjà en train de traquer la prochaine conquête. La plupart de leur travail se fait discrètement et en coulisses, seuls, sans fanfare ni glamour. Les cleaners ne le font pas pour le spectacle. Ils ne font pas semblant. Un vrai cleaner ne vous dit jamais ce qu'il fait ou ce qu'il prévoit de faire. Vous le découvrez une fois que le travail est terminé. Et au moment où vous réalisez ce qu'il a accompli, il est déjà passé au prochain défi. Pourquoi les appelle-t-on les cleaners? Parce qu'ils prennent la responsabilité de tout. Quand quelque chose tourne mal, ils ne blâment pas les autres. Parce qu'ils ne comptent jamais vraiment sur quelqu'un d'autre pour faire le travail en premier lieu. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule comme je vous parle là. Merde. Par contre, il parle aussi du sacrifice de ces gens-là. Je pense que vous l'aurez compris. Vivre comme ça tout le temps, c'est pas... It's not sustainable. You can't do that all the time. Tu peux pas faire ça tout le temps. Donc, le sacrifice des cleaners et leur mental. Mais voici la bonne nouvelle. Avant de vous enfuir en pensant que vous ne pouvez pas vivre de cette manière, il n'est pas nécessaire ni même possible d'être un cleaner dans tous les aspects de votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être relentless dans tout. Vous n'avez pas besoin d'être le meilleur en tout. Vous ne pouvez pas être inarrêtable dans votre carrière, vos relations et vos autres intérêts en même temps. Car atteindre l'excellence dans l'un de ces domaines nécessite de dire « je m'en fiche de tout le reste ». Si vous essayez d'être cleaner en affaires, vous sacrifiez probablement des relations personnelles. Ah, ça c'est vrai. Si vous êtes un cleaner dans le sport, vous n'excellerez probablement pas en affaires. Si vous voulez être un cleaner en tant que parent, votre carrière en souffrira. Les cleaners sacrifient le reste pour obtenir ce qu'ils veulent le plus. La plupart des gens stressent à ce sujet. Un cleaner, jamais. Les cleaners se moquent d'avoir tout. Vous avez déjà vu certains de ces milliardaires. Ce sont les types les plus mal habillés de la pièce. Ce sont les types... Warren Buffett, c'est un grand milliardaire américain qui est réputé pour être le plus grand investisseur de tous les temps.
Warren Buffett vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 $. Et c'est un milliardaire, hein. Il vaut plus de 100 millions, de 100 milliards de dollars actuellement à l'heure où je vous parle. Là. Les vrais cleaners se moquent du bling-bling et du style de vie tape à l'œil. Ils regardent le résultat final. Tout ce qui compte, c'est le résultat final, pas la gratification instantanée en cours de route. Voilà. Nous qui sommes de la génération qui addicte à la gratification instantanée, c'est pas comme ça qu'on devient cleaner. Puis il y a quelques phrases qu'il mentionne dans le livre, des highlights, et que j'aimerais bien partager avec vous. Sa façon de penser qui est un peu contre-intuitive. Bon, il y en a deux en fait. Et voici ce qu'il dit. J'ai laissé en anglais pour que ça garde son authenticité. You don't have to love the work, but you are addicted to the results. Tu ne dois pas aimer le travail. Tu ne dois pas aimer la difficulté de la tâche qui est devant toi. Les cleaners ne l'aiment pas. Michael Jordan n'aimait pas se lever tous les matins, aller faire du sport. Kobe Bryant non plus, il n'aimait pas ça. Mais c'est eux qui passaient le plus de temps à la salle de gym. D'après tout, j'ai acheté la biographie de Michael Jordan et de Kobe Bryant. Là, ils sont là à côté de moi. Là. Et ils n'aimaient pas ça. Mais ce qu'ils aimaient, c'est les résultats. Tout le monde vous dit, vous raconte partout que aimez ce que vous faites. Faites ce que vous aimez. Faites ceci. C'est vrai que tu peux aimer le basket. Ils aimaient le basket par contre. Ça, c'est indéniable. Ils étaient amoureux du sport. Ils kiffaient le sport. Mais ils n'aimaient pas les efforts, des entraînements, de tout ça. Ils n'aimaient pas ça. Par contre, ils aimaient les résultats. Ils aimaient la bague qu'on leur donne quand ils gagnent le championnat. Ils aimaient être les meilleurs. Quand on parle d'eux, c'est du respect. Vous avez déjà entendu des vidéos de Michael Jordan sur YouTube ou de Kobe Bryant. Comment leur père, des joueurs qui les ont affrontés, leur donne du respect pour ce qu'ils ont accompli. C'est ça qu'ils aimaient. Et le deuxième quote, c'est « You're rather feared than liked ». Mieux vaut qu'on ait peur de toi que l'on ne t'aime. Voilà. Ils étaient redoutés. Il y avait ce qu'on appelle le fear factor. Regardez le documentaire The Last Dance sur Netflix. Les coéquipiers de Michael Jordan étaient ils étaient terrifiés. Michael Jordan avait une technique d'intimidation. Quand il va jouer contre votre équipe, quand les Chicago Bulls allaient affronter votre équipe, ce qu'il faisait, c'est que avant d'entrer dans le stade, il vient, il s'apprête, il s'habille, il rentre dans le vestiaire des adversaires. Il tourne, il marche, il regarde, il vous scrute. Un peu comme un lion qui est en train d'admirer sa proie, qu'il va dévorer dans quelques instants. Comme un lion qui est en train de regarder une gazelle qui passe. Il vous regarde, il regarde dans les yeux. Il salue les quelques personnes qu'il connaît. Il tourne son dos et il s'en va. Rien que l'aura, le chakra qu'il laisse derrière lui, l'intimidation. Et tout le monde avait peur de lui. Et personne n'osait le trash-talker parce que tout le monde savait que don't talk shit about Michael Jordan. Allez sur YouTube, regardez le documentaire. Il suffit de dire un truc qui est déplacé en son égard pour qu'il vous pulvérise. Il active le beast mode, comme on dit là. Bref, ça c'est tous les cleaners. Kobe Bryant était pareil. Avez-vous déjà pensé à comment faire bon usage de votre temps quand vous êtes dans une salle d'attente, un taxi ou les transports en commun? Ce que moi je fais dans ces situations, c'est d'écouter des livres audio avec Audible. Audible est une plateforme où vous pourrez écouter des milliers de livres audio. Si vous utilisez mon lien doomer.me/audible, donc doumer.me/audible, vous pourrez écouter gratuitement, oui gratuitement, l'un des livres que je couvre dans ce podcast ou tout autre livre de votre choix. Si bien sûr c'est la première fois que vous vous inscrivez sur Audible, le lien se trouve dans la description. Kobe Bryant et Michael Jordan dans la zone. Le fait est que vous ne pouvez pas entraîner votre corps ni exceller en quoi que ce soit avant d'entraîner votre esprit. Vous ne pouvez pas vous engager vers l'excellence tant que votre esprit n'est pas prêt pour vous y amener. Apprenez à l'esprit à entraîner le corps. La domination physique peut vous rendre excellent. La domination mentale est ce qui vous rend finalement unstoppable. Vous n'aurez jamais un outil d'entraînement plus puissant que celui-ci. Rendez votre esprit fort pour que votre corps puisse suivre.
La véritable mesure d'un individu est déterminée par ce que vous ne pouvez pas mesurer, les intangibles. Tout le monde peut mesurer le poids, la taille, la force physique, la vitesse, mais vous ne pouvez pas mesurer l'engagement, la persistance ou la puissance instinctive du muscle dans votre poitrine, votre cœur. C'est là que commence votre véritable travail. Comprendre ce que vous voulez accomplir et savoir ce que vous êtes prêt à endurer pour y arriver. Le sacrifice. Là, je suis en train de lancer ma start-up là et je vois le sacrifice. J'ai quitté mon boulot et tout et il y a plein de down. Tu te lèves le matin, tu regardes, tu dis mince. J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment quitté le confort. Et après, tu te dis, je vais y arriver. Et je sais que je vais y arriver. Je sais. Bon, je me pose à la lecture de ce livre pour lire un autre livre, des extraits plutôt d'un autre livre, celui de David Goggins, réputé pour être un être humain, genre un surhomme. Le livre a pour titre Can't Hurt Me. C'est genre même pas mal. Donc, tu ne me fais pas mal. C'est ça le titre du livre, c'est tout. Can't Hurt Me. Allez sur Google. Tapez David Goggins et vous cherchez Can't Hurt Me. Ça parle de comment il s'est transformé d'homme en surpoids qui échouait dans tout ce qu'il faisait en un soldat réputé pour être le soldat le plus badass du monde. Et il a plusieurs records du monde. Et il a accompli des prouesses physiques telles que des tractions, étant capable de terminer un marathon avec les pieds fracturés. Malgré la douleur, il continue. Bref, un monstre. Un monstre. Lisez le livre. J'ai lu le livre il y a genre 3 ans. Et j'ai lu son deuxième livre qui est sorti l'année dernière, je crois. Et c'est... Bref, je dois couvrir ça pour ce podcast. Je ne sais même pas ce que j'attends. C'est juste le temps. Bref. Je vais vous lire quelques-uns des quotes de ce livre que j'aime beaucoup et qui est un peu similaire à celui-ci. Si vous voulez maîtriser l'esprit et enlever vos limites, vous devrez devenir un accro au travail acharné. Parce que la passion et l'obsession, même le talent, ne sont que des outils utiles si vous avez l'éthique de travail pour les soutenir. Deuxième, ça c'était le premier, maintenant le deuxième. La douleur ouvre une porte secrète dans l'esprit, une qui mène à la fois à la performance maximale et à un silence magnifique. La troisième, tout le monde échoue parfois et la vie n'est pas censée être juste, encore moins se plier à chacun de vos caprices. Quatrième, beaucoup d'entre nous s'entourent de personnes qui répondent à notre désir de confort, des personnes qui préfèrent traiter la douleur de nos blessures et prévenir de nouvelles blessures plutôt que de nous aider à nous endurcir et à essayer à nouveau. Nous devons nous entourer de personnes qui nous diront ce que nous avons besoin d'entendre. Pas ce que nous voulons entendre, mais sans nous faire sentir que nous faisons face à l'impossible. Bon, on revient au livre. Continuons à parler de la zone. Il est rare de voir quelqu'un rentrer dans la zone. Cela se produit généralement en privé et silencieusement, mais à des rares occasions, ce moment est soudainement exposé au monde entier. Pendant les Jeux Olympiques de 2012, lorsque l'équipe des États-Unis jouait contre l'Australie, Kobe Bryant avait une première mi-temps étonnamment faible. Cela arrive. Un joueur peut avoir autre chose en tête, se sentir décalé, ne pas réussir à se concentrer pour une raison quelconque. La plupart des joueurs qui commencent un match de cette manière finissent encore pire. Mais les grands joueurs peuvent reconnaître qu'ils doivent se ressaisir. Et c'est ce que Kobe Bryant a fait. En réussissant 4 tirs à 3 points en un peu plus d'une minute, menant les Américains à une victoire de 119 à 86. Je cherchais juste quelque chose pour activer le Black Mamba. Black Mamba, c'était le surnom de Kobe Bryant. Pour activer le Black Mamba, a-t-il dit après le match. Il trouvait simplement son chemin de retour dans la zone. Michael était le seul joueur que j'ai connu qui était complètement dans la zone chaque fois qu'il jouait. Toujours un cleaner, même dans les matchs où il se relâchait un peu. Cela finissait par ressortir. Je me souviens d'une nuit à Vancouver pendant la saison des 72 victoires des Bulls, les Chicago Bulls. Tout le monde était fatigué du long voyage annuel de novembre.
Et c'était un de ces rares matchs où les Bulls se faisaient massacrer. Au quatrième quart-temps, Michael Jordan n'avait que 10 points. Et Derrick Martin, des Grizzlies, a commencé à lui parler avec mépris, du trash talking. On ne trash talk pas Michael Jordan. On ne défie jamais Michael Jordan en s'attendant à en sortir vainqueur. Michael s'est littéralement arrêté sur le terrain. Il a regardé le gars, a secoué la tête et a dit « Laisse dormir le chien ». Le côté obscur a dit « Tue ce connard ». On ne défie jamais Michael Jordan en s'attendant à en sortir vainqueur. Michael s'est littéralement arrêté sur le terrain. Il a regardé le gars. Il a secoué la tête en disant « Laisse dormir le chien ». Le côté obscur, lui, a dit « Tue ce connard, faut le tuer ». Et il est passé en mode attaque directement dans la zone. Résultat, imparable. Il a fait une série incroyable, marquant 19 points dans le quart-temps menant à une victoire des Bulls. Et Derrick Martin a passé le reste du match sur le banc. Michael n'a jamais craqué, n'a jamais montré d'émotion. À l'occasion, il montrait une expression positive, comme ce fameux petit « Je n'y peux rien » après avoir réussi 6 tirs à 3 points en une mi-temps contre Portland lors des playoffs, ou le moment légendaire avec la main levée contre Utah. Les Utah Jazz, c'est des équipes de NBA. Toujours positif et optimiste, il élevait l'équipe, les fans et tout le monde, montrant qu'il avait tout sous contrôle. S'il ressentait quelque chose de négatif, il ne montrait jamais. C'est ça un cleaner. Si une chose séparait Michael de tous les autres joueurs, c'était sa capacité étonnante à bloquer tout le reste. Rien ne l'atteignait. Il était de glace. Peu importe ce qui se passait, les foules, les médias, la mort de son père, quand il entrait sur le terrain de basketball, il pouvait tout éteindre, sauf sa mission d'attaquer et de conquérir. Je n'ai jamais vu un autre joueur former une barrière aussi parfaite autour de lui, où rien ne pénètre, sauf ce qu'il a apporté avec lui. Dwayne Wade, c'est un autre basketteur qui est maintenant retraité, qui a joué avec LeBron James. Dwayne est probablement le plus proche quand il est en bonne santé. Il a ce déclencheur qui lui permet de franchir ses lignes et d'oublier tout le reste. Mais la plupart des gens, même les grands, emmènent avec eux des trucs extérieurs. Peu d'entre eux peuvent tout laisser derrière eux. Quand on considère que le pourcentage de tirs en carrière de Michael Jordan était de 50%, ce qui signifie que le ballon trouvait sa cible une fois sur deux, avec 3 gars accrochés à lui, 20 000 caméras clignotantes chaque fois qu'il prenait un tir, on peut commencer à apprécier à quel point il était profondément dans la zone pour chaque match, chaque carton, chaque jeu. Il n'y avait aucune différence entre ce qu'il faisait à l'entraînement et ce qu'il faisait dans le match. Ces mécanismes étaient constants dans n'importe quel environnement. Je ne supporte pas d'entendre des athlètes dire « Quand je suis sous les projecteurs, c'est là que je me mets en route, blablabla ». Non, quand tu es dans la zone, tu ne devrais même pas remarquer les projecteurs ou en avoir besoin. Maintenant, vous voyez à quoi la zone peut ressembler. Ce que c'est que d'être dans la zone. Est-ce que vous avez déjà été dans la zone dans votre travail? Genre quand vous faites quelque chose, quand vous bossez à votre lieu de travail, votre boulot, vous faites du sport, vous êtes à la salle. Bref, voilà ce que c'est que la zone. Un endroit de concentration totale. Tout est éteint. Vous ne remarquez plus rien. Rien ne compte à part ce que vous faites actuellement. Genre, ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Ça, c'est l'une de mes parties mes parties préférées du livre. Comment avoir l'instinct d'un cleaner. Puis, il y a ce concept de savoir exactement qui vous êtes. Ouais, il parle de ce concept, de savoir exactement qui vous êtes, de briser les barrières que le monde vous impose, de vous libérer de vos chaînes, de briser les chaînes, de faire confiance en votre instinct, le gut feeling, comme les Américains disent, gut feeling. C'est fou. Bon, voici ce qu'il dit. Vous ne pouvez pas argumenter avec un bébé ou essayer de le convaincre qu'il a tort. Vous ne pouvez pas lui imposer vos valeurs ou lui expliquer pourquoi il ne peut pas manger. Maintenant, les bébés dictent à tout le monde comment ça va se passer. Et c'est comme ça, c'est simple. Ils suivent leur instinct. Ils proposent, ils obtiennent ce qu'ils veulent.
Les bébés sont complètement, naturellement, insatiablement relentless. En quelques années, ils courent partout et crient comme des fous, faisant des dégâts et mettant plus de nourriture dans leurs cheveux que dans leur bouche. Pourquoi? Parce qu'ils ont 2 ans. Et c'est ce que leur instinct leur dit de faire. Et puis il y a les adultes. Et les adultes commencent à lire des livres sur les terribles 2 ans et gâchent tout. Nous prenons tous ces puissants instincts naturels, ces réactions instinctives instantanées, nous les attribuons à un mauvais comportement et faisons tout notre possible pour les réprimer. Quel gâchis! Toute cette énergie naturelle, ce dynamisme, cette intuition, cette action réduit à un temps mort au coin. Depuis que vous êtes tout petit, jusqu'à ce que vous soyez à l'âge adulte, on vous a appris à être sage, entre guillemets. Qu'est-ce qui ne va pas avec la façon dont vous étiez? Qu'est-ce qui ne va pas? Né relentless et enseigné à céder. Genre, on est né sans relâche. Et là, on nous enseigne, on nous apprend à céder. Pouvez-vous même vous rappeler un moment où vous n'étiez pas en train d'apprendre des limitations à la conformité, à observer ce que tout le monde faisait, à scruter les options, à vous inquiéter de ce que les autres diraient? À un moment donné, vous avez arrêté de faire ce qui vous venait naturellement et commencé à faire ce qu'on vous disait de faire. Vous avez pris toutes vos envies folles, vos idées et vos désirs et vous les avez enfouis là où personne ne pouvait les voir. Mais à cet instant même, vous savez qu'elles sont toujours là, dans la partie de vous que vous ne montrez à personne, la partie qui refuse d'apprendre, refuse de se conformer et de se comporter. C'est le côté sombre de votre instinct. Vous ne pouvez pas être grand sans cela. Vous ne pouvez pas. Imaginez un lion en liberté. Il traque sa proie, attaque et tue à volonté, puis part à la recherche de sa prochaine conquête. C'est ce que ces instincts de lion lui disent de faire. Il ne connaît rien d'autre. Il ne se comporte pas mal. Il n'est pas mauvais. Il est un lion, tout simplement. Maintenant, enfermez-le dans un zoo. Il reste allongé toute la journée, calme, léthargique et bien nourri. Qu'est-ce qui arrive à ces puissants instincts? Ils sont toujours là, enfouis profondément, attendent d'être libérés. Laissez-le sortir du zoo et il redevient un lion. Traquant, attaquant, remettez-le dans la cage et il se couche. La plupart des gens sont comme le lion en cage, sûrs, approvisés, prévisibles, attendant que quelque chose se passe. Mais pour les humains, la cage n'est pas faite de verre et de barreaux d'acier. Elle est faite de mauvais conseils, de faible estime de soi, de règles absurdes et de pensées torturées sur ce que vous ne pouvez pas faire ou ce que vous êtes censé faire. Elle est moulée autour de vous par une vie entière de réflexion excessive, d'analyse et d'inquiétude sur ce qui pourrait mal tourner. Restez dans la cage assez longtemps et vous oubliez vos instincts de base. Mais ils sont là, à cet instant même, attendant que vous trouviez la clé de la cage pour enfin arrêter de penser à ce que vous ferez si vous en sortez un jour. Tout cet instinct de tueur attend juste d'attaquer. C'est ainsi que je veux que vous envisagiez l'instinct. Pas de réflexion, juste la réaction instinctive qui vient du fait d'être pris, d'être si prêt, si préparé, si confiant qu'il n'y a rien à penser. Si vous conduisez et que soudainement la voiture devant vous freine brutalement, prenez-vous le temps de considérer toutes vos options ou de demander des conseils? Non, vous freinez. Pas de réflexion, pas d'hésitation, réaction instantanée, basée sur l'expérience et la préparation. Si vous pensez, vous mourrez. Quand vous savez simplement, vous pouvez agir. Je garantis que lorsque Kobe Bryant prendra sa retraite un jour, chaque histoire écrite à son sujet parlera de son instinct de tueur. Et elle dirait, il est le prédateur athlétique ultime. En tant que compétiteur, il se concentre sur sa cible. Et à partir de ce moment, rien ne peut le détourner. Il ne voit, n'entend, ni ne ressent rien d'autre que le désir de conquérir. Rien ne se trouve entre lui et sa proie. Il a besoin, et comme un véritable tueur à sang-froid, il est prêt à attaquer. Bon, déjà, je précise que sa dernière prédiction sur Kobe Bryant s'est avérée très exacte. Parce que malgré le fait que Kobe Bryant soit mort il y a déjà plusieurs années, allez même sur YouTube ou sur Instagram,
tous ses coéquipiers, les personnes qui parlaient de lui, qui l'ont connu quand il était vivant et quand il était un footballeur actif, disent la même chose. Le gars était un prédateur. Et aussi, Oprah a dit une fois, toutes les décisions justes que j'ai jamais prises sont venues de mes tripes. Et toutes les mauvaises décisions que j'ai prises étaient le résultat de ne pas les avoir écoutées. Comme je vous disais, ça c'est l'une de mes meilleures parties. L'instinct, faire confiance en son instinct, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Reconnaître même son instinct quand son instinct vous parle. C'est difficile. Et comme j'ai dit, les prédictions de Kobe Bryant se sont avérées justes. Sur Kobe Bryant, pardon. On a même appelé ça le Mamba Mentality. Sa mentalité, un tueur à gages. Il vient pour détruire, pour conquérir, quoi. Maintenant, il y a une partie, il y a d'autres parties que j'aime bien. Cette partie, c'est comment Michael Jordan et Kobe Bryant relèvent le niveau de leurs équipes. Si vous êtes chef d'équipe, ceci va bien, vous allez voir comment ils font. C'est pas différent de ce que Elon Musk et Steve Jobs faisaient pour leur équipe. Bref, écoutons. J'évoque cela pour vous donner un exemple de la manière dont différentes personnes réagissent aux confrontations compétitives. C'était pendant l'une des campagnes de championnat des Bulls et Scottie Pippen essayait de motiver Luke Longley, un coéquipier, lors des finales. Tous les joueurs étaient réunis avant le match et Scottie Pippen parlait à Luke, qui mesure 7'2", genre plus de 2 mètres. On a besoin que tu donnes le meilleur de toi-même, disait Scottie. Et avant que Luke ne puisse répondre ou même hocher la tête, Michael s'est retourné devant tout le monde et a dit « Donnez le meilleur, donne au moins quelque chose ». Luke était fini. Je ne pense pas qu'il ait marqué une seule fois. La confiance était détruite. Bonne nuit. Michael ne savait pas ou ne voulait pas savoir comment gérer psychologiquement ses coéquipiers. Malgré ses innombrables talents de joueur, la sensibilité envers les autres ne faisait pas partie de ses meilleures qualités. Il était poussé à attaquer, dominer, conquérir de toutes les manières possibles. Tout ce qu'il devait faire, il le faisait. Et il n'attendait la même chose de chaque individu autour de lui. Et chaque jour, ses coéquipiers devaient se présenter à l'entraînement, redoutant complètement ce qui les attendait. Non pas parce que les entraînements étaient durs, mais parce qu'ils savaient qu'ils devaient faire face au numéro 23. Et à cette bouche légendaire. Chaque putain de jour, Michael s'en prenait à chaque joueur, les poussant, exigeant, défiant, abusant, trouvant toutes les manières possibles de les mettre à l'épreuve et de les faire travailler plus dur. Une fois, pendant les playoffs, le jour après un match exténuant en prolongation, l'équipe était prête à commencer l'entraînement jusqu'à ce que Michael regarde autour de lui et remarque qu'un joueur manquait. Où est passé Scott Burrell, aboya-t-il. Scott Burrell, un joueur part-time au mieux, était dans les salles de soins. Michael y entra en trompe où le pauvre Scott était sur la table en train de se faire soigner pour un soi-disant problème aux ischio-jambiers. MJ saisit la table avec Scott toujours dessus et la retourna complètement. « J'ai joué 48 putains de minutes hier soir, rugit Michael. J'ai mal partout. Et toi, tu as un putain de problème aux ischio-jambiers. Ramène ton putain de cul à l'entraînement maintenant. » Entre guillemets, c'est ce qu'il a dit. « Mets-toi à mon niveau ou écarte-toi de mon chemin. Quand tu es le numéro 1, c'est à toi de tirer tout le monde vers le haut. Sinon, tout ce que tu as construit s'effondre. Pas si facile pour un cleaner qui exige l'excellence de lui-même et n'a aucune tolérance pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas atteindre son niveau. Doit-il s'abaisser pour s'intégrer, taper les autres dans le dos, leur dire qu'ils sont formidables et espérer que tout le monde monte ensemble, ou doit-il rester seul là-haut, donner l'exemple et faire travailler les autres plus dur? La réponse semble évidente, mais vous seriez surpris de voir combien de personnes ne veulent pas rester seules sur les feux de la rampe. Parce que dès que vous montrez de quoi vous êtes capable, c'est ce que tout le monde attendra de vous. Mais quand personne ne réalise à quel point vous êtes bon, vous n'avez pas besoin d'être celui qui fait des miracles et dirige le spectacle. Personne n'attendra grande chose de vous. Et tout ce que vous faites paraîtra héroïque. Plus facile, c'est-à-dire si vous acceptez d'être moyen. Beaucoup de personnes talentueuses abaissent leurs compétences pour réduire l'écart entre elles et ceux qui les entourent, afin que les autres puissent se sentir plus confiants, impliqués et relativement compétitifs. J'ai vu Kobe Bryant faire cela brièvement,
quand il le faut, comme un moyen d'intégrer ses coéquipiers dans l'action et de les garder engagés. Cela peut bien fonctionner selon les autres joueurs. Et dès que Kobe Bryant voit ses coéquipiers se surpasser, il redevient à son jeu naturel. C'est une décision consciente de faire en sorte que les autres se sentent comme une équipe et non pas une seule superstar entourée d'une équipe de second ordre. Michael a pris le chemin inverse et l'a dit clairement, c'est mon équipe de soutien. Donc Michael Jordan c'était Batman, les autres c'était des Robins, un tas de Robins, ils sont fous. Son message était clair et relentless. Hey, je ne vais pas baisser mon niveau de jeu pour que tu puisses avoir l'air meilleur. Augmente ton niveau de jeu pour que tu puisses avoir l'air meilleur. Il refusait de mettre son propre jeu en arrière-plan, juste pour donner plus d'action aux autres. Sauf si tu lui prouvais que tu pouvais assumer cette responsabilité. Et ça me rappelle ce que Steve Jobs disait. Et je me chante ça tout le temps dans ma tête. Pour que l'entreprise que je suis en train de créer, pour que j'applique ce que Steve Jobs disait, ça va totalement dans le sens de ce que Michael Jordan et Kobe Bryant faisaient, que Elon Musk faisait, que pratiquement, les gens que j'ai lus que j'ai mentionné dans tous les épisodes de ce podcast, Steve Jobs disait, vous devez être un baromètre de qualité. Tu dois être le baromètre de qualité dans ton entreprise. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à travailler dans un environnement où on demande l'excellence. Et si tu ne demandes pas l'excellence, c'est que la médiocrité deviendra la norme. Ça, c'est un truc que je me rappelle dans ma tête. Je me rappelle à chaque fois, ça revient dans ma tête en boucle, que je ne dois pas oublier. Et Steve Jobs aussi, il était très fameux pour dire que une équipe de A-team, an A-team runs circles around a B-team. Genre, une équipe de personnes qui sont faites des meilleurs, quoi. Font, comment dire, ils battent à plate couture tous les autres membres de l'équipe qui sont plus faibles. Je pense même que le proverbe c'était, je pense plutôt que le quote était que une petite équipe de A-team, une petite A-team run circles around an army of B-team players. Un truc comme ça, un truc de ce genre. Bref, et dans le livre, actuellement, il dit clairement que les cleaners s'en foutent d'être traités de tous les noms à cause de leur mentalité et de leur façon d'agir. Car ce qu'ils veulent, c'est réussir tout simplement et atteindre leurs objectifs. Ils s'en foutent du reste. Et je connais plein de personnes qui écouteront cette partie et diront que ça, c'est un trou du cul. Bon, excusez-moi, j'ai dit beaucoup de gros mots pendant cet épisode de podcast, mais même dans le livre, il dit beaucoup de gros mots. Donc, j'ai juste pris... bref, il y a plusieurs personnes qui diront que c'est un con d'agir comme ça avec ses coéquipiers. Mais le problème, c'est que il essaie d'être le baromètre de qualité. Tu dois atteindre mon niveau. Soit tu atteins, soit tu dégages. Et c'est ça, Elon Musk fait pareil. Steve Jobs faisait pareil. Steve Jobs, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il scindait les équipes carrément. Si vous êtes les meilleurs, il dit, vous êtes les meilleurs. C'est avec vous que je veux travailler. Le reste là, soit il te vire, il te chasse de son entreprise, soit il te tient tout simplement à l'écart. Elon Musk, lui, il ne blague pas. Elon Musk, d'abord, il est très brutal avec ceux qui n'ont pas le niveau. Il les vire tout simplement. C'est très dur pour ceux qui sont faibles, ceux qui sont moyens. C'est très difficile. Et ce n'est pas très recommandable pour avoir une atmosphère de travail qui est comment dire, conviviale, familiale. Ce n'est pas idéal. Mais par contre, c'est la façon de faire idéale pour ne garder que ceux qui sont motivés dans la mission, quoi. Une atmosphère de travail qui est, comment dire, déterminée 100%. Et même Netflix, l'épisode de Netflix que j'ai couvert, j'ai lu 2 livres pour cet épisode-là. Et l'un des livres, c'était sur la culture de Netflix. Et là-bas, ils disent la même chose. Ils ne gardent que les meilleurs. Netflix, eux, leur fonctionnement, c'est qu'ils te payent. Ils payent tout le monde au-dessus du marché. Et ils veillent à ce que ton salaire reste au-dessus du marché, même malgré le temps qui passe. Ils n'attendent pas que tu demandes une augmentation tant que tu fais bien ton travail. Par contre, en contrepartie, si tu deviens moyen, tu cesses d'être excellent. On te met à la porte et on te donne un gros chèque de compensation pour te remercier. Et pour que tu utilises ce chèque-là un peu pour nettoyer tes larmes. Quand tu t'en vas de l'entreprise, c'est leur mentalité. C'est comme ça qu'ils ont réussi à être les géants qu'on connaît aujourd'hui. À
Et tout le monde essaie de copier Netflix. Apple, Amazon, ils essaient tous de copier Netflix. Mais bon, de copier le business model de Netflix, au cas où je ne me suis pas bien fait comprendre. Puis il y a aussi cette partie dans le livre où Crazy Michael, qui est un peu, bon, le titre que moi j'ai mis, c'est Crazy Michael Jordan and Kobe Bryant. Genre des choses un peu what the fuck qu'ils ont fait. Si un cleaner était mis dans une situation où il devait enlever une partie de son corps pour survivre, il n'y penserait pas à deux fois. Il trouverait un moyen de s'adapter sans. Est-ce un doigt? Je peux m'en passer. Perdre un doigt ou perdre une saison? Il perd un doigt, il perd le doigt. Kobe Bryant a un doigt qui se déplace dans tous les sens contrairement à ce qu'un doigt est censé faire. Une personne normale se ferait opérer. Mais quel avantage pour lui, à part de ne pas pouvoir jouer, à part de ne pas pouvoir plier son doigt complètement à l'envers. L'opération lui coûterait 9 mois de basketball. Est-ce que cela en vaut la peine? Et spoiler alert, Kobe Bryant a continué à jouer avec son doigt qui balançait dans tous les sens. Il n'est pas allé se faire opérer. Il n'a pas risqué de ne pas jouer un match. C'est vraiment what the fuck. Il dit aussi, les cleaners ont une tolérance élevée à la douleur physique et mentale. C'est un autre grand défi de voir combien ils peuvent supporter, ce qu'ils peuvent endurer, comment ils peuvent jouer lorsqu'ils ne sont pas en bonne santé. Le match légendaire de Michael Jordan pendant la finale NBA de 1997 malgré la grippe. Le fameux match de Kobe Bryant pendant la saison 2012 malgré la grippe. Vous devez vous méfier d'un cleaner lorsqu'il est physiquement malade, car son corps l'a totalement défié pour voir de quoi il est capable. Et comme il n'est pas aussi fort physiquement, il trouvera un autre moyen de vous battre, généralement en renforçant son mental, son jeu mental. La maladie, physique ou mentale, est l'un des meilleurs moyens de mettre une personne dans la zone. Ses instincts de survie s'activent. Il donne un élan supplémentaire pour se battre dans un état affaibli. En fait, il s'est avéré que ce n'était pas la grippe. Ce n'était pas que la grippe qu'il avait. Parce que dans le documentaire, on a révélé qu'en fait, il s'est fait empoisonner. Michael Jordan. Il a joué avec du poison. Genre, il y a des livreurs de pizza qui savaient que son équipe et lui étaient là. Et ils ont livré la pizza de Michael Jordan. Ils ont mis je ne sais pas quoi dedans. Lui-même, il ne sait pas jusqu'à ce jour. Mais tout ce qu'il sait, c'est que les livreurs, là, ils étaient nombreux et c'était louche. C'était des jeunes nombreux qui avaient l'air un peu louches. Et du coup, lui, il a juste pris la pizza, il a mangé. Et au moment d'aller jouer, il a senti que son corps n'allait pas. Visiblement, le poison n'était pas mortel, mais c'était assez pour le rendre très gravement malade. Malgré le fait qu'il a joué après, il a dû aller à l'hôpital. Et aussi, il y a une autre anecdote de Kobe Bryant que j'ai entendue. Il a joué avec une blessure tout au long de la saison. Il avait, je ne sais pas si c'était l'ischio-jambier ou le talon d'Achille, je ne sais pas. Mais oui, malgré la blessure, il a continué. Et je confirme qu'il faut vraiment avoir faim de réussir. Il faut avoir une rage venue d'ailleurs, comme Bouba dit. Une rage légendaire pour jouer dans cet état. Bon, maintenant, la dernière partie de chaque épisode, les leçons. En fait, le livre s'y est tellement rempli de leçons. C'est un livre de leçons, en fait. C'est un livre, je sais pas. Vu que c'est rempli d'anecdotes, je me suis dit, au lieu de prendre des leçons, autant mieux prendre des quotes, des citations et aussi des parties qui m'ont marqué. Bref, écoutez, voici le premier quote, voici un quote. Une citation, pardon, je fais l'anglicisme. Il dit, oui, je sais que c'est inconfortable. Je ne vous demande pas de l'aimer, je vous demande de désirer le résultat avec une telle intensité que le travail devient sans importance. Puis, comment gérer le stress? Voici le passage. Comment gérer le stress? Tu ne peux pas être relentless si tu ne peux pas supporter l'inconfort. Tu ne peux pas être unstoppable si tu ne fais face à la pression que lorsque tu n'as pas le choix. La pression peut faire éclater des tuyaux, mais elle peut aussi créer des diamants. Si tu adoptes une vision négative, elle te détruira. Tu te retrouveras dans un état d'esprit du type « je ne peux pas faire ça ». Mais la vision positive est que la pression est un défi qui te définira. Elle te donne l'opportunité de voir combien tu peux supporter, à quel point tu peux te dépasser. Tout le monde veut réduire le stress parce que le stress tue. Je dis n'importe quoi. Le stress est ce qui te fait vivre.
Laisse-le te motiver, te pousser à travailler plus dur. Utilise-le, ne le fuis pas. Quand il te met mal à l'aise, et alors, la récompense en vaut la peine. Travaille à travers l'inconfort. Tu survivras. Et puis, retourne-en en chercher encore. No bullshit. Maintenant, comment résister à la pression? Ça, c'était le stress. Maintenant, parlons de la pression. Un cleaner ne répond pas à la pression extérieure. Il renvoie la pression à celui qui essaye de l'énerver en refusant de le reconnaître. Souviens-toi, tu ne fais concurrence à personne. C'est eux qui doivent te faire concurrence. Tu peux contrôler ce que tu t'imposes. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres t'imposent. Alors, concentre-toi uniquement sur la pression interne qui te motive. Cours vers elle, embrasse-la, ressens-la pour que personne d'autre ne puisse t'en imposer plus que ce que tu t'es déjà imposé. Et dans la biographie de Michael Jordan, il y a un thème qui revient et qui revient. Il dit « People's expectations can never be above my own expectations I have for myself. » Genre en mode, ce que les gens attendent de moi ne dépassera jamais ce que moi j'attends de moi-même. C'est ça qu'il dit. Et il redit ça en boucle. Il dit ça en boucle. C'est pour vous dire que c'est comme ça qu'il vit en fait. Lui, il se met déjà la pression lui-même. L'histoire que les autres lui mettent la pression, il ne connaît pas ça. Parce que cette pression-là ne va jamais dépasser la sienne. Kobe Bryant, pareil. Pareil, c'est comme ça qu'il pensait. Et le prochain, ceci, c'est un quote, une citation. Être conventionnel est pour ceux qui se contentent d'être ordinaires. Et ordinaire ne vous mènera pas au sommet. Prochaine citation. On ne devient pas le meilleur dans n'importe quel domaine sans une confiance implacable et une carapace impénétrable. On y arrive en prenant des risques énormes que les autres ne prendront pas. Car on se fie à son instinct pour savoir quels risques n'en sont pas vraiment. Quand vous êtes au bord de la zone, c'est votre côté obscur qui enfonce son doigt séduisant dans votre dos et murmure « Vas-y ». Et maintenant pour la colère. Il dit ceci. La colère contrôlée est une arme mortelle entre de bonnes mains. Je ne parle pas d'un volcan en éruption qui ne peut être maîtrisé de l'intérieur ou de l'extérieur, mais d'une colère que vous pouvez retenir et transformer en énergie. Tous les cleaners ont cette colère intérieure brûlante et lente. Et cela fonctionne s'ils peuvent la contrôler et la maintenir. Mais elle ne devient jamais une rage aveugle. Elle n'est jamais autorisée à devenir destructive. Lorsque vous canalisez la colère de la bonne manière, vous obtenez Michael secouant la tête à Vancouver et annihilant le jeu. Il n'a frappé personne, il est resté calme et impassible et a transformé sa colère silencieusement en résultat. Mais c'est une ligne fine. Si vous ne contrôlez pas votre colère, vous devenez violent. Donnez un coup de poing, discutez avec les arbitres, lancez des regards furieux aux autres joueurs, devenez complètement émotionnel et sortez définitivement de la zone. Si vous avez écouté le podcast, là, vous avez entendu l'histoire de Vancouver, comment on a trash-talké. Il s'est énervé, il a tout défoncé. Il était en colère, il a canalisé, il a utilisé contre son adversaire. Bon, c'était tout. Je vais laisser les liens vers tous les livres et tout ce dont je parle dans la partie des descriptions là. J'espère que vous avez aimé. Allez, à la prochaine. Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec 2 personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.